Bonjour à tous, alors bienvenue à ce nouveau webinaire sur le thème onboarding, pourquoi ce n'est pas qu'un sujet startup. Alors nous sommes aujourd'hui à Station F pour ce webinaire et nous avons le plaisir d'accueillir Laurence Cosson. Bonjour. Bonjour Laurence, on va préparer quelques slides pour accompagner ce webinaire. On va commencer déjà par le premier slide qui est slide de présentation. On y va. Voilà, donc du coup sur présentation. Donc, moi je suis Alexandre, je suis cofondateur de Workello. Workello qui est une solution SaaS pour aider les entreprises justement à appréhender ce sujet de l'onboarding des collaborateurs. Et donc nous avons le plaisir aujourd'hui de recevoir Laurence Cosson, qui va partager son expérience sur le sujet de l'intégration des collaborateurs. Donc Laurence, si tu peux peut-être te présenter un petit peu en quelques mots. Merci Alexandre. Donc je suis ravie d'être avec vous. Voilà, je vous ai fait un petit avatar de moi. Donc je suis l'interviewée, Laurence Cosson. J'ai figuré, on va dire, ma carrière qui fait à peu près 25 ans d'expérience à travers les différentes vignettes que vous voyez en bas. Donc moi je compte en lustres parce que je suis sur des cycles professionnels souvent de 5 ans. Donc un lustre c'est 5 ans, donc voilà 5 lustres. Également l'idée c'est d'éclairer en fait, ma mission pour faire simple, mon fil conducteur, éclairer la direction et l'entreprise en fait dans des environnements toujours très technologiques et très changeants en fait les réseaux de données, la diffusion de données, les services numériques, etc. Donc voilà, avec un petit côté personnel, vous voyez le smiley, ça veut dire que je fais partie de la Ligue des optimistes de France, donc ça me ressemble et ça me caractérise. Et puis une petite vignette sur du swing, parce qu'à titre personnel, je danse le swing, le Lindy Hop pour les spécialistes. Voilà. Donc, tu as travaillé chez Orange, TDF et SPI dernièrement. Voilà, et en termes de volume de collaborateurs que tu as eu Alors, j'ai géré en périmètre direct à peu près de 2000 à 19 000 collaborateurs. Et j'étais en fait au sein de groupes qui allaient de 5 000 à peu près à 100 000, on va dire, collaborateurs. Ok, voilà. Très bien. Et je suis prête pour une nouvelle aventure. Ok, ça marche. Alors du coup, on va commencer ce webinaire par l'agenda. L'agenda, le sujet, vous l'avez identifié. L'onboarding, pourquoi ce n'est pas qu'un sujet startup. Donc, on va d'abord un petit peu introduire le sujet, montrer quels sont les différents enjeux autour de l'onboarding. On va faire un diagnostic aussi sur quel est l'état de l'onboarding, principalement dans les entreprises aujourd'hui en France, et notamment montrer peut-être quelques exemples aussi côté startup. Et voir comment on peut calquer ces exemples-là, ou en tout cas essayer peut-être de trouver des similitudes dans les ETI des grands groupes, et notamment avec les différents, s'adapter aux problématiques et aux enjeux des grands groupes. Et à la fin, l'idée, c'est que vous repartiez aussi avec un maximum de conseils, méthodologie. Donc, on a vraiment aussi axé pas mal de temps sur le conseil, la méthodologie et les résultats potentiellement attendus. Voilà. Et on va s'inspirer en fait du lieu et de cet incubateur de start-up pour pourquoi pas avoir de bonnes idées pour les ETI et les grands groupes. Voilà. Exactement. Sans faire de copier-coller. Voilà, exactement. Et l'objectif aussi, c'est que vous participiez à tout cela. Et comme vous pouvez le voir sur le côté, vous avez une petite partie questions. Donc vous pouvez poser vos questions en live. On va essayer d'y répondre au maximum, sachant qu'à la fin, il y aura aussi une session de questions-réponses en direct. Donc on passera à peu près 15 minutes à répondre à toutes vos questions sur le sujet, principalement Laurence, évidemment, qui est là pour partager son expérience. On y va ? Allez, c'est parti. C'est parti. Du coup, on va commencer le premier sujet sur l'introduction. Du coup, on va expliquer ce qu'est l'onboarding. Alors, Laurence, est-ce que tu peux peut-être démarrer ça et nous expliquer quelle est ta vision de l'onboarding ou comment tu le caractérises ? Oui, alors, si je fais simple et que je traduis, donc c'est embarquement, embarquer les collaborateurs. Mais ma définition à moi, ça serait plutôt de dire que l'onboarding couvre l'accueil et l'intégration des nouveaux collaborateurs dans l'entreprise. Voilà ma définition, en fait. D'accord. Et donc, ce que je peux rajouter, c'est que le sujet de l'onboarding a été principalement théorisé dans les années 80, principalement aux États-Unis, qu'il a été mis au goût du jour et sur le devant de la scène, on va dire, par des entreprises au début des années 2000, notamment suite à la bulle du secteur d'Internet, avec des boîtes comme des entreprises comme Google, comme Facebook, par exemple, qui ont essayé de théoriser tout ça et de pousser le sujet un peu plus loin. Et on peut voir sur le graphique, notamment sur la droite, que en France, ce concept est principalement arrivé depuis les années 2010-2012. On voit notamment les recherches sur Google qui explosent depuis les années 2012-2014. Ouais, les États-Unis, c'est en bleu et la France, c'est en orange, hein, c'est ça. Donc, on commence à avoir une espèce de courbe exponentielle. Voilà, une accélération. Exactement, les entreprises prennent de plus en plus conscience de ce sujet de l'onboarding. Voilà, c'est pour ça qu'on a eu à cœur de vous en parler aujourd'hui. Oui, exactement. On reviendra sur les enjeux.
on passe du coup à la slide suivante, justement les enjeux. Alors, on a différents enjeux donc, autour de l'onboarding. Donc l'onboarding, c'est l'intégration, l'accueil des collaborateurs. On a différents enjeux, donc peut-être qu'on peut mettre en avant la partie, justement, la genèse du mot. Donc c'était à l'origine parce qu'il y avait une certaine guerre des talents, et du coup on devait proposer une expérience aux nouveaux collaborateurs qui rejoignaient l'entreprise pour lui donner envie de rester dans l'entreprise et qu'il avait fait le bon choix pour rejoindre l'entreprise. Donc c'est ce qu'on appelle, nous, la partie rétention des talents, et ce qui améliore aussi voilà, la communication autour de sa marque employeur. Donc ça, c'est des choses aussi qu'on a listées comme enjeux autour de l'onboarding. Laurence, tu avais peut-être des éléments autour de la cohésion d'équipe à Oui, en fait, ce que je dirais, c'est qu'il y a des enjeux qui sont permanents sur l'onboarding. Enfin, depuis que je travaille dans les ressources humaines, le fait de développer les compétences rapidement, que la personne soit performante individuellement ou très vite qu'elle contribue à une équipe, tout ça, c'est des choses qui sont assez régulières, assez permanentes. En revanche, j'ai noté que sur ce processus de l'onboarding, qui est un sous-processus de recrutement, on pourrait dire, il y a une accélération dans les 2 dernières années, moi j'ai noté, à savoir sur la raréfication des talents, la guerre des talents. Et du coup, ça renvoie à la problématique de la marque employeur, à la problématique de la rétention, comme tu le disais, au fait de créer très très vite une cohésion d'équipe, qui est un facteur clé pour retenir les personnes. Donc en fait, on voit bien que l'onboarding, s'il est symbolisé sur le slide au milieu, il y a tout autour un ensemble d'enjeux, et on ne les a pas tous listés, qui sont vraiment très importants. Et l'engagement, qui est un sujet très à la mode actuellement, et qui en fait est la reprise de la motivation, la thématique de la mobilisation. En tout cas, aujourd'hui, ces enjeux plus classiques et les nouveaux enjeux qui sont très très forts et très émergents s'accumulent. Et là, on est vraiment sur un processus, je dirais, clé, qui était mineur jusque-là. Hein. On peut dire que par rapport à un processus de salary review, de gestion des potentiels, c'était vraiment à la marge. Aujourd'hui, l'onboarding devient un processus clé dans ma vision et dans mon expérience. Très bien. Merci Laurence. Alors, du coup, suite aux enjeux, on va passer justement à un petit peu ceux qui ont pris le sujet assez tôt dans leur politique RH. Du coup, on a listé 2 typologies de start-up, ou en tout cas de boîtes qui ont pris très tôt ce sujet de l'onboarding. Donc, on a listé ici 3 exemples français, notamment Doctolib, Blablacar ou encore Bureau à partager, qui communiquent assez régulièrement justement sur ce qu'ils mettent en place régulièrement autour de l'intégration. On peut par exemple noter sur Doctolib où il y a une semaine, ils essaient de condenser chaque début de mois, une semaine pour l'arrivée de chaque nouveau collaborateur, et mettre en place un système de promotion aussi des nouveaux collaborateurs, ce qui permet de fédérer et de créer la cohésion autour d'un groupe, autour des nouveaux arrivants. Après, Blablacar essaie de mettre en place aussi un système que moi j'ai trouvé super intéressant, c'est un système de collier, par exemple, rattaché au badge, qui permet en fait de différencier les personnes qui sont là dans l'entreprise depuis moins de 2 mois avec les personnes qui sont depuis plus de 2 mois dans l'entreprise. Du coup, ça permet vraiment de créer un vrai... dès qu'on voit une personne qui est dans l'entreprise avec un collier... c'est un repère visuel. Voilà, un repère visuel qui permet d'être plus à l'écoute peut-être et d'accompagner un peu plus le collaborateur. Encore plus bienveillant. Exactement. Après, en autre entreprise, on peut citer aussi des entreprises comme Twitter, Google ou LinkedIn, qui ont aussi été assez loin dans les processus d'onboarding. D'ailleurs, je fais référence à travers ce webinaire à notre précédent webinaire avec Google, puisqu'on a eu la chance d'accueillir sur notre dernier webinaire David Bizer, qui a été le premier RH de Google en 2003, et donc il nous a expliqué ce qu'ils avaient mis en place au sein de Google pour améliorer ces processus-là. Donc voilà, du coup, il y a un certain nombre de choses, notamment autour des OKR. On le verra juste après, dans les parties conseils méthodologiques. OKR, Objectives and Key Results. Exactement. Voilà, pour ceux qui ne sont pas encore totalement spécialistes. Exactement, et du coup, on va le voir juste après dans les slides, sur un peu moins en profondeur, mais voilà, on le citera sur les conseils à donner. Très bien, du coup, on a vu un petit peu ce qui se passait côté startup. Et donc là, la question qui se pose, c'est est-ce qu'on doit calquer ça côté grand groupe? Quels sont les enjeux côté grand groupe, justement, à calquer ces mêmes problématiques, ces mêmes méthodologies que l'on a pu appliquer côté startup? Est-ce que, Laurence, tu peux nous éclairer sur ce point? Moi, je n'ai pas envie de faire de copier-coller. D'ailleurs, ce n'est pas qu'une histoire de start-up et de TI ou de grand groupe. C'est juste, ça dépend de la culture de l'entreprise, ça dépend de son organisation, ça dépend de son implantation géographique. Donc, je dirais, c'est une source d'inspiration. Il y a des bonnes pratiques qu'on va partager tout au long de ce webinaire. Et donc, c'est plutôt de monter en puissance chacun selon ses problématiques en prenant ces bons éléments. Les problématiques qu'on a, c'est
ce qui caractérise un grand groupe. Donc, c'est notamment les volumes de recrutement. Un grand groupe, ce qu'on peut voir aujourd'hui, c'est plusieurs centaines ou plusieurs milliers d'arrivées chaque année. Donc là, on est vraiment sur une dimension, j'allais dire presque industrielle. Ouais. On se dit comment on arrive à gérer tous ces flux entrants de façon optimale pour ne pas y passer notre vie. On y reviendra un peu plus tard. Et en général, ces flux en plus sont dispersés un peu partout. Voilà, donc c'est la gestion multisite. Ouais. C'est vrai qu'on a plusieurs établissements, on peut avoir plusieurs filiales, on peut avoir plusieurs pays. Donc, il y a vraiment cette question de comment je déploie quelque chose qui va à la fois être porteur d'une politique globale et en même temps correspondre aux problématiques et aux enjeux du terrain en proximité. Ouais. Il y a la ligne managériale aussi, c'est un vrai sujet. On peut dire que le sujet de l'onboarding n'est pas qu'un sujet de RH. D'ailleurs, les acteurs de l'onboarding sont très nombreux. Je vais citer donc, évidemment la RH en global, en local, le management, les gens qui s'occupent d'immobilier, de flotte véhicules, la téléphonie, l'IT. Je vais encore oublier, voilà, c'est beaucoup d'acteurs. Simplement, le manager, pour moi, c'est le pivot. C'est vraiment la personne centrale de l'accueil. Et nous, RH, on vient en support. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on est dans des entreprises assez structurées, assez grandes, pour aider les managers, leur mettre à disposition des outils, des services, etc. D'accord. Donc, ça faisait partie. Donc, on a, je crois, balayé quelques enjeux. Il en reste encore. Le reporting. Alors, c'est vrai que ce soit pour quand on est RH d'un établissement, par exemple, et qu'on veut avoir une vision de ce qu'on fait, quelle est notre population d'onboardés. On a 20 personnes qui sont, par exemple, dans un processus d'accueil et d'intégration. Comment ça se passe, où j'en suis de mes actions. Alors, quand on est à un niveau pays, je ne vous dis pas pour collecter les données, c'est vraiment du travail manuel, de l'Excel. C'est assez laborieux. Donc, il y a un vrai sujet autour du monitoring. Ça permet de réallouer les ressources aussi, exactement, de mettre les efforts là où il faut, etc. Et puis enfin, et c'est peut-être le sujet principal d'aujourd'hui, c'est l'expérience collaborateur, l'expérience collaboratrice, c'est-à-dire dans le fond, on n'est pas des startups, on est des sociétés assez structurées, qui sont souvent d'ailleurs dans une dynamique forte de changement. Et en fait, comment mettre de l'émotion, comment très vite accrocher la personne, parfois même avant qu'elle nous ait rejoint en réalité. Et donc, c'est ça l'expérience collaborateur, c'est commencer très vite à embarquer les gens dans une aventure positive, etc. Voilà. Très bien, c'est clair. Du coup, ce qui nous intéresse après maintenant, c'est de savoir ton retour d'expérience. Du coup, sur ce sujet de l'onboarding, et notamment à travers les 3 entreprises par lesquelles tu es passé, Laurence, donc à la fois Orange, TDF et SPI. Alors, j'ai essayé de te questionner un petit peu justement en préparant ce webinaire sur quels étaient tes enjeux autour de l'onboarding. On a isolé 3 points, donc c'est intéressant, je pense, ton partage d'expérience à ce sujet, donc auprès des personnes qui nous écoutent aujourd'hui. Donc, est-ce qu'on peut peut-être commencer par Orange? Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu quels étaient les défis à l'époque et comment tu les as accompagnés autour du sujet de l'onboarding? Effectivement, on peut rentrer sur le sujet de l'onboarding par différents biais. Et là, en l'occurrence, chez Orange, à l'époque, c'était vraiment un très grand volume de recrutement. Donc, une problématique d'industrialisation. Et l'enjeu, c'était d'arriver à coordonner tous les acteurs, de mettre en place toutes les actions en respectant quelque part les délais d'intégration, puisqu'on parlait de plusieurs centaines de personnes qui arrivaient chaque année sur une structure qui, au départ, faisait moins de 2000 collaborateurs. Donc, vraiment un gros flux de gestion. On a décidé avec l'équipe de travailler sur le processus. Donc là, c'est vraiment l'action sur le processus pour mettre un peu de rationnel là-dedans. Donc, au départ, une espèce de ce que moi j'appellerais une fiche navette, qui peut être aussi un tableur, etc., pour mettre le qui fait quoi quand, et simplement de faire circuler cette fiche navette par mail. Donc, ce n'était pas forcément hyper pratique. Et ensuite, comme c'était une boîte assez techno, c'était assez facile de mettre en place des workflows avec des rôles, des systèmes de validation, des systèmes de relance. Donc, ça, c'était vraiment focalisé sur le processus, avec du coup des rôles qui étaient quand même clairement définis, des échéances qui étaient respectées, un onboarding qui se passait mieux et je dirais une acculturation, parce qu'en fait, il fallait arriver à faire, diffuser la culture de Orange à toutes ces nouvelles personnes qui en étaient grandement facilitées. D'accord, très bien. Du coup, là, ce qu'on voit, c'est que à Orange, tu as mis en place un processus pour venir fédérer tout le monde autour d'un
projet commun, le projet onboarding, et donc tu as connecté, on va dire, tous les services qui étaient en lien avec Globalement, le en sujet. fait, si j'avais un conseil à donner, c'est quand on travaille sur le processus, c'est de faire des workshops, des ateliers. Ouais. Donc, par exemple, de prendre un panel de RH qui ont différentes positions dans l'organisation, avec des gens qui sont près du terrain, des gens qui sont plus dans des fonctions centrales ou spécialisées, également un panel de managers à différents niveaux et différentes géographies aussi, pour élaborer, en fait, co-construire ensemble le processus d'onboarding, parce que c'est ça qui va faire qu'il est robuste, qu'en fait, il satisfait aux exigences, je dirais, corporate et aussi aux exigences très, très opérationnelles, et que finalement, on va mettre en place un processus qui sert tout le monde pour le bien des collaborateurs et des collaboratrices. Très bien. Alors, je passe à TDF. Oui, TDF, avec plaisir. Donc là, ce sont les visites. Voilà, donc en fait, TDF, c'est un opérateur de services de réseau de données qui aide les chaînes radio, télé à diffuser leurs programmes, mais aussi qui a des grandes antennes, des pylônes pour héberger des opérateurs en téléphonie mobile. Là, en fait, c'était une entreprise qui à la fois était qui faisait une mue des métiers, donc qui passait de la diffusion télé analogique, notamment à la télé numérique, donc des métiers en contraction, une émergence de nouveaux métiers avec un enjeu de cohabitation finalement de ces différentes populations qui devaient migrer et transformer en fait l'entreprise ensemble. Donc, question sur le sentiment d'appartenance, etc. et pas créer une entreprise à deux vitesses. Là, l'action, ça a été plutôt autour des visites de sites. Ça semble un petit peu banal, mais c'est vrai qu'en plus, TDF bénéficie de sites incroyables, exploitation de la Tour Eiffel, l'Aiguille du Midi, etc. Donc, du coup, c'était l'idée d'organiser des visites avec des sortes de promotions, c'est-à-dire on regroupait les gens qui arrivaient par promotion et on leur faisait visiter des sites de recherche et développement, des sites de production, voire des sites un peu vitrines plus orientés clients. Et c'est vrai que le résultat, ce qui est apporté, c'est de la fierté, d'appartenance, une connaissance des métiers et aussi un développement rapide du réseau, enfin du networking pour les nouveaux embauchés. Donc c'est mieux comprendre son environnement de travail et les fleurons, on va dire, de son entreprise et aussi les lieux importants. Exactement. Mais on reviendra tout à l'heure dans les focus sur l'importance des visites, qu'elles soient physiques ou virtuelles, mais c'est vraiment important d'avoir ces repères. Très bien. Et après, le dernier, SPI. Oui, donc SPI, là, c'est un défi qui est, je pense, largement partagé par les entreprises, une grande partie des entreprises aujourd'hui, qui est celui de l'attractivité et de la rétention des talents. Avec la reprise économique, en fait, c'est vrai qu'il y a une tension sur les profils et les compétences, mais aussi des enjeux de cohabitation entre les différentes générations, de développement de la culture digitale. Et là, l'action, ça a été d'utiliser la période d'intégration pour notamment inciter à la cooptation, avec des systèmes de communication, d'affichage, mais également de primes, il faut se le dire, de façon à ce que les personnes qui arrivent depuis peu de temps puissent apporter un certain nombre, apporter du sourcing, et également finalement faire venir des personnes qu'elles ont validées, qu'elles connaissent professionnellement, qui contribuent à renforcer le sentiment d'appartenance, la culture d'entreprise. Il y a un aspect aussi important, c'était le mentorat. Voilà, le mentorat avec deux volets, du digital reverse mentoring, c'est-à-dire les jeunes recrues qui vont former des personnes plus seniors, qui peuvent avoir des positions d'ailleurs élevées dans l'entreprise. Donc là, on fait de l'intergénérationnel. Et franchement, les jeunes recrues sont assez fiers et contentes d'avoir un impact sur des populations qui ont des responsabilités importantes. Et également un réseau de femmes de coaching de femmes, et notamment prendre bien soin d'accompagner les femmes recrutées qui sont encore un peu minoritaires dans les entreprises techniques en général. Résultat, facilitation du sourcing, facilitation de l'intégration avec beaucoup de communication qui se passe entre, j'allais dire, les différentes populations, les plus juniors, les plus seniors, les hommes, les femmes, etc. C'est-à-dire plus de fluidité. Très bien. Merci pour ce partage d'expérience. Donc, l'idée, c'est que maintenant, on prenne un petit peu tout ça. Donc, on a compris les enjeux des grands groupes, on a compris évidemment les enjeux de l'onboarding. On a un peu mieux compris ton parcours, Laurence, à travers tout ça et comment tu as mis en place toutes ces actions. Et donc maintenant, l'idée, c'est qu'on a travaillé ensemble sur une méthodologie, en tout cas quelques conseils qu'on pourrait vous transmettre sur ce sujet et comment l'appréhender. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Ah oui, peut-être, s'il y a des questions. Est-ce qu'il y a des questions avant qu'on rentre dans la méthodologie et les conseils? Alors, il y a une question de Virginie qui pose quelle solution informatique pour gérer l'onboarding? Alors justement,
Workello, en l'occurrence, nous, on est une solution pour justement gérer cette partie onboarding. Donc, on sera avec plaisir présent à la suite du webinaire pour échanger sur ce sujet. Oui, si je peux rajouter quelque chose sur les solutions informatiques. Ouais. En fait, quand on fait un petit peu le compte du nombre d'actions à mettre en place pour un onboarding réussi, c'est quand même de l'ordre de 100 à plus de 100 tâches. Ouais. Hein. Donc, on a listé 154, nous, à Workello. Ouais. Ah bon, 154. Donc, en fait, c'est beaucoup d'actions, une multitude d'actions qui ont besoin d'être coordonnées, orchestrées, séquencées. Et c'est vrai que là, il y a une vraie puissance de l'informatique, des solutions digitales, des plateformes dédiées à l'onboarding notamment, pour l'organisation, l'industrialisation, la collecte des données, la remontée des données et le dispatching des informations justement sur le qui fait quoi quand, etc. Donc, c'est vrai que ça nous dégage du temps, nous, RH, pour être plus en valeur ajoutée, conseil, et également la même chose du côté des managers, mais on aura certainement l'occasion d'y revenir. Exactement. Donc, avec plaisir pour échanger par la suite, Virginie. Alors, ensuite, on a commencé un petit peu à parler des conseils, donc à travers le retour d'expérience de Laurence. Là, l'idée, c'est qu'on commence à rentrer maintenant un peu plus dans le sujet et qu'on ait d'abord cette vision approche globale. Et puis après, au fur et à mesure, on va aller un peu plus concret dans les exemples sur quoi mettre en place. Alors, Laurence, est-ce que tu peux nous donner, on va dire, quelques conseils sur comment développer l'onboarding au sein de TI et grands groupes? Déjà, le premier point, c'est la formalisation du processus. Oui. Donc, ça correspond, ces conseils, on va dire, cette approche globale, c'est à la fois mon expérience et puis ce qu'on peut lire sur le sujet. Ouais. On a quand même regardé un certain nombre d'études. D'ailleurs, on vous donnera quelques chiffres à la fin de ce webinaire qui vous aideront peut-être à démontrer l'intérêt d'investir un petit peu dans l'onboarding et notamment pour aider peut-être des comités de direction ou des décideurs à passer à l'acte et à vous aider, à vous renforcer sur ces sujets. Donc, la première chose, c'est travailler sur le processus, donc le formaliser de façon claire et du coup, en découle un rôle et des tâches pour chacun. Donc ça, c'est la même chose. Alors, ça peut être un logigramme façon description de processus, un peu orientation qualité, etc. Dans tous les cas, il faut faire l'effort de l'écrire et si possible de le co-construire entre, on va dire, un rôle un peu plus central et un rôle, et les équipes plus décentralisées. Et je vois qu'il y a une question sur comment donner envie au fait aux managers de participer à un onboarding, mais je pense qu'il faut justement qu'ils soient aussi des ambassadeurs et si on peut les faire travailler avec nous RH sur ces sujets, on aura déjà mis dans notre poche quelques managers qui pourront porter la bonne parole à leurs collègues. Donc, un processus clair, des rôles et des tâches bien définis, la digitalisation. Donc, pour aider, je le disais, moi, je trouve que c'est un processus on va dire historiquement, parce que les choses changent heureusement, presque un peu ingrat, c'est-à-dire un peu administratif. Il faut absolument fédérer des métiers qui sont surtout, il y a très variés. Il y a une liste de tâches qui est assez longue. Il y a énormément de choses à mémoriser, à avoir en tête, à suivre. Et c'est vrai que c'est difficile aussi. Souvent, nous, au niveau RH, on est un peu l'arbitre et il faut que tout marche. Et on est un peu les garants de ça. Mais on doit articuler, coordonner, orchestrer d'autres fonctions qui sont partout dans l'entreprise. Donc, c'est vrai que c'est agréable d'avoir un soutien pour piloter. Et puis justement, quand on parle de monitoring, c'est d'avoir une vision de ce qui se passe et en temps réel, c'est-à-dire des outils, je vais dire, de reporting. Ça, c'est pas mal. Et aussi, le feedback, la rétroaction. Parce qu'en fait, moi, je me dis qu'il y a deux choses qui sont intéressantes à mesurer. Quand on a déployé un processus, par exemple, au niveau d'un groupe, et qu'on veut qu'il soit mis partout dans les filiales et les établissements. Je crois que ça fait partie d'une question d'ailleurs de Jordan sur quels sont les leviers pour mobiliser le management de proximité et faire en sorte que le parcours d'intégration soit déployé sur l'ensemble des sites. Donc on va y venir justement après dans les slides un peu plus en détail. Mais c'est vrai que le feedback est important. Donc c'est le feedback sur quoi? C'est à la fois que le processus qu'on a mis au point fonctionne et en même temps votre population d'onboarding, c'est-à-dire vous avez 20 personnes qui sont en cours d'onboarding, 200 personnes qui sont en cours d'onboarding, ça dépend de la taille des structures et des volumes de recrutement, s'assurer que qualitativement ces populations sont satisfaites et que finalement la montée en puissance, la performance, etc., tout ça progresse dans le bon sens et qu'on ne va pas à l'échec. Donc la rétroaction et je dirais un déploiement uniforme. Alors il ne faut pas se tromper, moi je ne suis pas une gourou des choses qui sont hyper formatées et qui doivent en fait partir du sommet vers le terrain de façon, je dirais, complètement formatée. Voilà. En revanche,
je crois vraiment qu'au niveau d'un groupe ou d'une entité de tête, on va dire, il y a des sujets incontournables. Ça va être l'éthique des affaires, ça peut être la compliance, la sécurité, les valeurs, la vision, la stratégie. Et ça on doit le retrouver partout. Parce que c'est vraiment un socle commun qui doit être partagé par l'ensemble des collaborateurs et des collaboratrices, quels que soient les métiers, quelles que soient les zones géographiques. En revanche, je suis pour laisser la main, selon, on va dire, des actions ou des étapes qu'on a définies ensemble, à des RH de proximité, à des managers qui vont pouvoir adapter leur façon de faire localement, selon leurs enjeux, leurs priorités, etc. Donc voilà, en gros, dans cette approche globale, les dimensions qu'il faut avoir en tête pour réussir un onboarding, selon moi. Ok. Alors, sur la slide suivante, on a travaillé sur une méthodologie, donc étape par étape, comment mettre en place un onboarding. Et on a aussi de cartographier les principaux acteurs sur le sujet de l'onboarding. Donc, du coup, vous retrouverez sur votre écran donc, la flèche verte qui correspond aux différentes étapes qui, selon nous, sont importantes à respecter pour définir un onboarding. Donc, il y a tout d'abord ce qu'on appelle le pré-boarding, donc c'est avant l'arrivée du collaborateur sur le premier jour. Donc, l'objectif de cette étape, c'est en général de préparer un certain nombre de choses pour l'arrivée du collaborateur dans l'entreprise. On a l'étape de jour J, qui est, l'objectif, c'est d'accueillir et de stimuler. Donc, je sais que lorsqu'on a créé ces slides, Laurence, tu me disais que ce n'est pas forcément juste le jour J, mais c'était jour J plus 3. Oui, voilà. Alors il y a des incontournables pour le jour J. C'est notamment la présence du manager qui doit être là le jour J, qui doit se montrer au moins. Et puis, je dirais un événement convivial, la présentation à l'équipe proche, et un événement convivial dès le premier jour, un déjeuner, un petit déjeuner, peu importe. Ça, c'est vraiment important. Après, la séquence jour J, elle peut être les 3 premiers jours. Et de la même manière que c'est vrai qu'on a structuré ça en 4 étapes, mais que la première semaine peut s'étendre jusqu'à la 3e, et que le premier mois et au-delà, il y a des discussions sur le sujet. Il y a à peu près un tiers des entreprises qui fait un onboarding qui va au-delà d'un mois, je crois. Donc en fait, c'est vraiment… La majorité reste sur un grande majorité, très court. Très court. Alors qu'en fait, la préconisation, c'est d'aller jusqu'à 1 an. C'est de faire un cycle complet de la vie de l'entreprise. Alors évidemment, ce n'est pas forcément facile à mettre en œuvre directement si on est au niveau des basiques. Mais si on est sur la première semaine, donnons-nous un objectif de 3 mois. Si on est à 3 mois, donnons-nous un objectif plus ambitieux de 9 mois ou 1 an d'onboarding qui va sécuriser vos talents en fait. Exactement. Et après, donc, sur les étapes dont tu as parlé, donc, il y avait la première semaine qui est d'engager le collaborateur, donc faire que maintenant on lui donne tous les outils pour qu'il puisse réussir à son nouveau poste et dans son équipe. Et après, au-delà du premier mois, c'est accompagner et mesurer. Donc, c'est le système de rétroaction dont tu nous parlais tout à l'heure. Et après, on a essayé de détailler donc, 3 niveaux de personnes qui agissent sur justement l'intégration du collaborateur dans l'entreprise. Donc, il y a tout d'abord le RH global, donc il y a le RH après local, et ensuite il y a le manager. L'importance aussi du manager qui vient aider opérationnellement à la mise en place de l'onboarding. En fait. Donc ça veut dire que sur cette feuille de route, on n'a pas mis les autres acteurs que je citais tout à l'heure, qui sont des acteurs, on va dire, plus dans la sphère de l'organisation, de la logistique. On met vraiment les acteurs qui sont plutôt en management, communication. Voilà. Donc, Est-ce qu'on peut peut-être aller dans le détail des différents éléments, juste en disant quelques mots? Donc, sur le pré-boarding, qui est la phase de préparation, en fait, l'ARH va avoir un rôle. Donc, au niveau global, c'est de s'occuper de ce processus, de piloter un processus homogène. On va partir du principe qu'on est en train de déployer de l'onboarding. Donc, le processus a été conçu avant, il existe. Et l'ARH global va veiller à ce qu'en fait, ce processus soit piloté et soit optimisé en permanence. Sur le plan local, les ressources humaines, pour moi, vont personnaliser le parcours d'accueil et d'intégration et vont coordonner aussi les différents acteurs et le manager, les différents acteurs, donc pour que la personne ait tous ses outils de travail le jour J. Ça, c'est super important. On voit encore beaucoup d'entreprises où ça peut prendre plusieurs jours, voire une semaine. Et donc ça fait un effet, c'est catastrophique en fait sur l'image et l'expérience employée. Et l'expérience collaborateur, c'est clair. Le manager, lui, pour moi, doit participer très tôt. C'est-à-dire, avant même que le collaborateur ait rejoint l'entreprise, il est bien identifié, évidemment. Il peut déjà interagir, alors soit par mail, par téléphone, ou si on a une plateforme, c'est possible avec une plateforme digitale dédiée déjà d'interagir. Et très vite, il va rassurer et il va désigner un mentor. Moi, je pense qu'il faut absolument que pour le jour J,
le mentor soit désigné. Alors le mentor, c'est pas donc le manager, c'est pas dans la ligne hiérarchique. Mon conseil, c'est plutôt quelqu'un qui est d'une autre entité, qui peut être un senior, qui aime transmettre, qui connaît les rouages de l'entreprise, les métiers, les processus, l'histoire, ou alors quelqu'un qui est du même métier que la personne qui arrive, qui est passé par là, qui va pouvoir l'aider sur le métier, on va dire, qui est plutôt un mentor fonctionnel, quoi. D'accord. Voilà. Donc après le jour J, on veut accueillir positivement, on veut stimuler. Il y a une énergie positive quand la personne arrive. Et donc, en fait, c'est de capitaliser là-dessus. Alors, le RH local avec le manager veille à la préparation du bureau. On peut d'ailleurs, on voit de plus en plus, et notamment c'est inspiré du monde des startups, des welcome kits ou des welcome packages, avec des goodies, un petit cadeau personnalisé, une plante, enfin, etc. C'est pas neutre, ça fait aussi plaisir de se sentir accueilli. Et puis le RH local va communiquer avec la personne qui arrive, mais aussi communiquer sur son arrivée en interne. Ça, je pense que c'est important pour présenter la personne le plus largement possible. Le manager, bien sûr, accueille, je dirais, c'est la personne la plus importante pour l'accueil, présente l'équipe, organise un événement, on en a parlé. Après, on passe à la première semaine, donc sur l'engagement. Au niveau global RH… Alors juste, excuse-moi Laurence, on a une question qui sur justement la fréquence des onboarding. Et c'est sûrement en lien avec ce que tu listais ici sur l'accueil, présenter l'équipe, organiser un événement. Est-ce que, selon toi, on doit respecter une certaine fréquence pour éviter d'avoir tous les jours ou toutes les semaines peut-être des petits déjeuners ou des choses à organiser? Quel est ton conseil là-dessus? Alors, à partir du moment où c'est à la main du manager, ça, je pense que ça peut être un peu en temps réel et ce n'est pas des choses qui sont très coûteuses ni très lourdes à organiser. Si on parle de petit-déj, si on parle de, je sais pas quoi, tea time, peu importe. En revanche, dès que ça que ça fait appel à plus de monde, là, je pense qu'un rythme, je dirais mensuel, voire 2 fois par mois est suffisant. J'ai connu, parce que c'était aussi comme ça que ça se faisait, des séminaires annuels qui avaient lieu à une fréquence de 2 ou 3 par an. Et là, c'est terrible parce que du coup, les gens attendent parfois, enfin les nouveaux recrutés attendent des mois et des mois pour avoir ce parcours d'intégration. Donc, je dirais qu'une bonne fréquence me semble être à la maille du mois. Mais ça, c'est à adapter. Et par contre, en temps réel avec les équipes au niveau du management et de l'équipe. Très bien. Donc, si on continue sur l'engagement, la RH globale va aider et faciliter à développer le networking, c'est-à-dire faire en sorte qu'il y ait des rendez-vous, peut-être avec des directeurs, peut-être aider à organiser des visites au niveau du siège. C'est vrai que les gens du siège, quand on est sur des entités terrain, on les voit finalement assez peu. On les a au téléphone, on s'écrit, mais c'est une vraie occasion, quand la personne arrive, de faire connaissance. Et derrière, ça va faciliter les interfaces et les échanges professionnels. Également, le local, au niveau RH, va veiller à l'intégration des valeurs, la connaissance des sites, la connaissance des métiers, et puis communiquer avec la personne qui arrive pour commencer à vérifier que tout se passe bien, qu'il n'y a pas d'écart particulier identifié, et contribuer aussi à son bien-être et à sa prise de poste. Le manager définit les objectifs. Donc, tu parlais d'OKR à la mode Google. Ça, c'est très important. Je dirais que sur les objectifs, moi, je conseille de bien calquer le terme des objectifs sur les différents jalons, les différentes séquences qu'on se donne. C'est-à-dire, peut-être pour certains profils, il peut y avoir un objectif déjà à 3 jours qui n'est pas tellement ambitieux. Puis un objectif pour la semaine prochaine. Et enfin, un incontournable, c'est calquer un objectif sur, en gros, la fin de la période d'essai. Donc, on va avoir formulé les attentes, on se sera expliqué là-dessus, et au moment de faire le point, les choses sont vraiment sur la table et ce sera plus facile d'identifier l'atteinte ou pas des objectifs. Donc là, on se donne vraiment les moyens de réussir. Le manager va faire des points réguliers. Alors, ça dépend des types de population, des expériences, etc. Mais c'est vrai que dans les 3 premiers jours, c'est bien de se parler quand même régulièrement. Et puis ensuite, 1 fois par semaine, ça va se passer avec le temps. Et le manager encourage parce que on est quand même on a parlé d'énergie positive, mais en même temps, les personnes qui arrivent, il ne faut pas oublier qu'elles peuvent être un peu stressées, un peu inquiètes. Il faut justement surfer sur ces sentiments pour aller dans le bon sens et donner envie de se dépasser, de comprendre un petit peu l'entreprise et bien évoluer en interne. Donc, sans faire le monde des bisounours, il y a quand même un encouragement, une rassurance à avoir. Il faut avoir ça dans un coin de la tête. Et puis, après le premier mois, on accompagne et on va évaluer. Donc, c'est vrai qu'au niveau d'une DRH centrale, on va faire en sorte que le processus fonctionne, d'avoir des retours sur le fonctionnement du processus, de l'adapter, etc., si besoin.
Au niveau local, c'est suivre le développement des collaborateurs. Donc, ça passe notamment par la formation, on y reviendra, mais aussi comment ils se sentent bien, est-ce qu'ils sont intégrés dans l'équipe, etc., etc. Et recueillir des feedbacks, alors soit des feedbacks oraux, comme ça, de façon informelle, et aussi à travers les rapports d'étonnement. Ouais. Alors, sans faire des gros rapports d'étonnement, c'est une pratique que je trouve intéressante, qui doit intervenir très très vite parce qu'après la personne perd son œil neuf et qui est en fait super riche quand on prend le temps d'analyser, qui va parler de la perception de la culture, de l'organisation, des dysfonctionnements, des choses qui sont fantastiques aussi. Donc je pense que la RH a un rôle à jouer là-dessus. Et le manager, il va responsabiliser progressivement, hein, Alexandre, on le disait, il ne faut pas tout donner d'un coup, ni les objectifs, ni la formation, ni la montagne d'informations qu'on aura envie de donner. Il faut vraiment s'assurer que ça arrive, je dirais, progressivement par petites touches et que chaque étape est bien consolidée, que la personne va bien et qu'ensuite on peut passer à une étape ultérieure. Et donc s'il y a des écarts, recadrer, c'est le rôle du manager avec bienveillance évidemment. Oui. Et on a une question d'ailleurs sur comment embarquer les managers terrain. Je dis par exemple Virginie qui partage son expérience de conducteur de travaux dans l'intégration. Elle dit que c'est un changement de culture et donc c'est vrai. Moi je peux peut-être apporter une réponse, c'est le fait que la digitalisation vient transmettre au plus près, on va dire, des équipes l'information et du coup le fait que la digitalisation vient aussi automatiser un certain nombre de tâches, ça décharge les managers d'un certain nombre de choses autour du sujet de l'intégration. Ça pose peut-être la question de l'équipement des collaborateurs. Ouais. Quand on est sur site ou sur chantier, on n'a pas forcément un device personnel pour pouvoir se connecter. Alors donc là, après l'idée, c'est de mettre une tablette durcie pour aller sur les chantiers, mutualiser, une borne. Enfin, on trouve des solutions. Ou de la communication SMS, par exemple. Exactement. Ouais. Il faut trouver des solutions, mais c'est vrai que ce n'est pas très, très facile. En revanche, le manager qui a du mal à recruter, qui a du mal à fidéliser, qui n'a pas beaucoup de temps pour faire de l'administratif, etc., il sera très content qu'on lui propose justement des solutions qui sont facilitantes avec notamment le digital, quoi. Ouais. Et il y a beaucoup de choses qui peuvent se faire sur une tablette, par exemple, que ce soit des diffusions de contenu, des formations, des vidéos, etc. Donc, je pense que c'est un sens dans lequel on va aller, y compris sur des chantiers. Très bien. Du coup, est-ce qu'on a des questions? On va peut-être y venir après. On a encore quelques slides justement de conseils à vous transmettre. Du coup, pour continuer dans la méthodologie, on a identifié 4 dimensions clés donc, pour réussir un onboarding, en complément de la frise de temps qu'on a vu tout à l'heure. Donc la première dimension, c'est le côté pilotage. Tu insistais beaucoup là-dessus tout à l'heure, c'est le côté justement pilotage, c'est une approche basique, ce que tu as pu nous décrire par exemple chez Orange au début, et après le fait que vous êtes passé sur une digitalisation du processus. En fait, je vois qu'il y a peut-être un... Non, il n'y a pas de problème de connexion, tout va bien. Ok, parfait. Donc, c'est juste à notre niveau. Donc, excusez-moi un instant. Donc oui, ce qu'on disait sur justement l'utilisation des outils pour la digitalisation des processus, du coup c'est en lien avec ce qu'on se disait précédemment, donc c'est la partie pilotage justement Oui, c'est important de piloter le processus, donc de pouvoir avoir une visibilité sur ce qui est en train de se passer pour pouvoir éventuellement améliorer les choses, faire du reporting au niveau local. Il y a effectivement cette approche, je dirais, digitale qui est importante, mais c'est aussi en face de ça et à côté de ça, l'humain qui est super important. Donc, recueillir, comme je disais tout à l'heure, les feedbacks des collaborateurs, mais en étant dans l'échange en proximité avec eux, qui nous donnent les suivre dans leur progression, dans leur phase d'intégration et toute la partie rapport d'étonnement. Donc, je pense que toutes ces sources à la fois de structuration et d'information vont nous aider à avoir une vision sur le déroulement du processus d'onboarding et nous aider en fait à le piloter, à savoir aussi à l'améliorer, à l'adapter en permanence puisque les choses évoluent et vont très vite. Donc ça, c'est vraiment la dimension de pilotage. Une autre dimension clé pour réussir, c'est l'intégration culturelle. Il y aura aussi la dimension sociale et opérationnelle. Donc sur le culturel, c'est de donner très vite des contenus sur la vision, la stratégie, l'histoire de l'entreprise, ses valeurs. Réaliser des visites virtuelles ou réelles de sites pour avoir ces repères un peu spatiaux. L'un de nos clients, par exemple, si je peux témoigner là-dessus, l'un de nos clients dans
l'industrie, souhaite à tous les collaborateurs faire une visite virtuelle de une ou plusieurs usines pour comprendre un petit peu l'origine des produits commercialisés ou créés. Et ça permet vraiment d'avoir une vision de tous les métiers et de tous les produits aussi internes à l'entreprise. Donc ça fait partie de l'onboarding et c'est de plus en plus présent, en tout cas. Oui, parce que du coup, ça me fait penser à quelque chose, les frais, c'est-à-dire on peut aussi limiter, même si il ne faut pas faire 0 visite physique, mais je veux dire, les visites virtuelles permettent aussi de limiter les déplacements, le temps passé, et il y a, je dirais, un enjeu économique quand même aussi sur l'onboarding, au moins au niveau des temps passés. Donc ça, c'est aussi intéressant de pouvoir combiner les deux. Je pense que c'est un équilibre qui est intéressant. Envoyer des vidéos, par exemple, du dernier séminaire ou des vidéos d'entreprise, communiquer un ou deux numéros des magazines internes, par exemple. Tout ça contribue en fait à l'intégration culturelle. Très bien. Du coup, on va passer à la partie sociale. Alors, je le disais tout à l'heure, ça me semble très important de désigner un mentor qui va venir aux côtés du manager et de la RH, mettre du lien, etc., ouvrir ses réseaux, aider à franchir quelques difficultés, interrogations. La rencontre de l'équipe, c'est très importante. Il peut y avoir des rencontres formelles, mais aussi des rencontres informelles, et je prône aussi beaucoup les échanges informels. Une journée au siège, ça c'est important, on en parlait tout à l'heure. Je n'ai pas commenté sur le slide précédent le fait de rencontrer des membres du comité de direction, mais c'est aussi développer son réseau et c'est aussi, je dirais, s'imprégner d'éléments de culture de l'entreprise. Ensuite, les plans de rendez-vous, plans de visite, c'est pour moi personnaliser en fait les rendez-vous ou les réunions qu'il va falloir prévoir dans les semaines qui viennent pour toutes les interfaces qui vont aider à fonctionner dans son poste. Donc, je prends un commercial, est-ce qu'il faut que je lui fasse rencontrer quelqu'un du contrôle de gestion? Est-ce que je vais le faire rencontrer quelqu'un de la communication externe pour la partie événementielle, animation client, etc. Donc, c'est penser à tout ce plan de rendez-vous, des personnes qui vont être des interfaces et qui vont faciliter la prise de poste. Et enfin, les communautés. Intégration à des communautés, ça c'est important aussi pour la dimension sociale. Donc, ça va être des communautés métiers, la communauté des financiers, la communauté des architectes systèmes, mais aussi peut-être que vous avez dans vos entreprises, vous faites rentrer de plus en plus, je dirais, des prestations de bien-être, de culture, que vous proposez à vos collaborateurs. Et ça peut être des communautés de hobbies, de loisirs, d'activités, je dirais, un peu à côté du travail. Et donc, pourquoi pas, moi, j'aimerais bien être intégrée dans une communauté des danseurs de Lindy Hop, par exemple. Bon, voilà. Donc, tout ça va faire que, socialement, vous tissez des liens et vous renforcez le sentiment d'appartenance et l'envie de poursuivre à vos côtés. Et au plan opérationnel, donc là aussi, il y a différentes dimensions. Donc, bien donner les repères pour la vie quotidienne. Je vois encore souvent des personnes qui ne savent pas exactement où sont les salles de réunion quand elles arrivent, comment ça se passe pour déjeuner, que ça soit en interne ou à l'extérieur. Alors, j'ai vu quelque chose de très sympa dans une entreprise récemment, c'est que le quartier où était implantée l'entreprise était dessiné sur le mur et on mettait un peu régulièrement à jour des informations intéressantes sur là où aller déjeuner, avec différents critères de prix, de qualité, vegan, pas vegan, les meilleurs hamburgers, etc. Donc, en fait, on peut imaginer tout un tas de choses qui facilitent la vie quotidienne et qui donnent des repères, parce que c'est important aussi. Ensuite, c'est pour que ce soit opérationnel, c'est de fournir des outils aux managers, faciliter la vie des managers, mettre en place des objectifs, donc court terme, moyen terme. Du coup, va en découler une clarification des rôles au sein des équipes. Et donc, chacun, on ne va pas déjà passer du temps à essayer de voir où est notre place, comment j'interagis avec les autres. Et puis, la formation est très importante. Bon, je crois beaucoup aux formations mixtes, mais disons qu'un peu de e-learning, de la vidéo de pair. Donc là, j'ai voulu le mettre aussi parce que pour les dernières générations, c'est important qu'il n'y ait pas trop de formalisme, etc. Et donc, des vidéos qui sont faites par les collaborateurs eux-mêmes, du même métier par exemple, pour donner des trucs et astuces pour une bonne intégration, comment gérer ce client. Ça, c'est vraiment des choses qui ne coûtent pas cher et qui sont faciles à réaliser par les collaborateurs et à mettre sur une LMS par exemple. Donc, tu parlais des formations. L'important aussi, c'est cadencer, parce que l'idée, ce n'est pas d'arriver avec un bouquin à lire dès le premier jour du collaborateur d'entreprise, c'est vraiment de dispatcher ça dans le temps. Tu conseilles également toi aussi d'y aller étape par étape et
et progressivement, oui, notion par notion. et de vérifier que les acquis sont là. Et donc, c'est vrai qu'avec des solutions digitales, on peut faire des quiz, par exemple, pour vérifier que un certain nombre de fondamentaux sont acquis pour la première phase et qu'on va pouvoir passer à autre chose, que ça ne sert à rien de précipiter. S'assurer que tout le monde ait la même base de connaissances. Oui, et tout le monde ne va pas au même rythme. Et effectivement, dans un contexte de raréfaction des compétences, on a besoin de faire avec le plus grand nombre, y compris sur des rythmes et des façons d'aborder l'intégration différentes. Donc du sur-mesure, le plus possible. Et du coup, on arrive au terme de cette partie méthodologie. On va essayer de regarder s'il y a une ou deux questions peut-être auxquelles on pourrait répondre. Alors, il y a quelque chose que j'aime bien, là, c'est Alban qui dit on pourrait ajouter quelque chose parce que le new joiner, lui aussi, peut participer à l'onboarding, et c'est vrai, et ça c'est très puissant parce que du coup il a déjà une action sur l'entreprise, sur lui-même, et il peut notamment, il peut proposer des choses dans le cadre de son onboarding, mais déjà d'améliorer aussi le processus d'onboarding. Donc tout ça est possible. La proactivité, c'est aussi important, et c'est ce qu'on a peut-être pas indiqué sur les slides, mais c'est important aussi dans la démarche, c'est de donner des outils aux nouveaux collaborateurs, mais aussi de dire, voilà, tu dois être proactif sur toute cette phase-là, et c'est aussi à toi d'aller chercher un certain nombre d'informations, un certain nombre de choses. Et donc, du coup, par contre, il faut lui donner les moyens au moins de comprendre son écosystème. Et puis Alban proposait aussi qu'il se présente lui-même, c'est-à-dire que voilà, ils viennent avec un petit portrait peut-être, un petit portrait avec, je sais pas, son hobby préféré, son plat préféré, son dernier film, etc. Peu importe, et qu'ils viennent se présenter de façon professionnelle et personnelle aux autres. Exactement. Très bien. Il y a beaucoup de questions. Je suis pas sûre qu'on on a juste une slide pour terminer sur cette partie méthodologie, présentation, et après on passe à 100% aux questions. Donc, on a voulu un peu ici parler des résultats. Alors, il y a pas mal d'études qui parlent justement de l'onboarding et quels sont les résultats. Et nous, on a retrouvé 3 notions qui ressortent principalement justement du sujet de l'onboarding. 1, c'est le gain de productivité. 2, c'est la satisfaction employée. Et 3, c'est la partie rétention. Donc, on a mis ces différentes études-là en annotation en bas, donc avec différents chiffres qui sont présentés ici. Voilà, l'idée, c'est que vraiment le onboarding permet d'avancer sur ces 3 sujets-là, à la fois la productivité, la satisfaction employée et aussi la rétention. Donc, c'est attirer, révéler et conserver du coup les talents. Voilà, je ne sais pas si, Laurent, tu partages ce point de vue-là. Oui, en fait, on n'est quand même pas forcément très mature sur ce sous-processus de recrutement dans les entreprises. Enfin, c'est variable. Je pense qu'il y a des ETI, des grandes entreprises qui sont très avancées. On peut encore progresser. Donc, on a tout à gagner en termes de performance et en termes de fidélisation-rétention. Donc, c'est un sujet crucial. Enfin, je pense qu'il nous anime au quotidien. Nous, RH, de trouver des solutions aux enjeux qui sont quand même assez prégnants aujourd'hui. Donc, ça vaut le coup d'y aller. Exactement. Alors, je vois qu'il y a une question parce que quelqu'un nous dit, Raphaël nous dit, c'est pas très start-up, mais c'est vrai que là, c'était vraiment focalisé sur les ETI et les grands groupes. Donc, exactement. C'est pourquoi justement ce n'est pas qu'un sujet start-up. Donc, même si pas mal de start-up ont pris en main le sujet, si Raphaël, vous souhaitez voir peut-être un aperçu plus startup, il faut aller voir notre webinaire précédent, vous pourrez le retrouver sur notre site internet. Après, on a d'autres questions qui peuvent peut-être nous tomber. Il y a des échanges intéressants sur les montants de primes de cooptation. Donc, il y a un peu de benchmark qui se fait entre vous, et c'est très bien d'avoir cette approche pratico-pratique. Est-ce qu'il y a des questions, Twitter, sur Twitter? Ouais. Est-ce que Twitter, on a des questions? Alors, ça va arriver dans quelques secondes. Alors, est-ce que peut-être dans les primes de cooptation, on a pu voir? On a parlé. Comment communiquer avec les équipes terrain, pareil, qui n'ont pas de smartphone? On a essayé de trouver une solution avec des tablettes, peut-être qu'on leur communique. Des outils mutualisés, des outils mutualisés. Qui sont en prêt, en fait. C'est ça, qui sont sur le chantier, sur le site de production. Alors ensuite, concernant le rapport d'étonnement, vous estimez qu'il doit être réalisé à quel moment avant que le collaborateur perde son œil neuf? Ça correspond à la période d'essai, je dirais, globalement. Oui. Si on va au-delà... Alors, c'est compliqué parce qu'est-ce qu'on a envie de tout dire avant d'être confirmé dans son job? Oui. Non, puis après, il y a peut-être
différents rapports aussi qu'on peut faire, différents niveaux de rapports, plus ou moins complets. Il y a des choses qu'on peut faire peut-être plus progressivement, plus régulièrement, on va dire, et après d'autres qui sont un peu plus longs, un peu plus lourds, qu'on peut étaler à différentes étapes, deux ou trois durant la phase d'onboarding, justement. Mais je trouve que c'est vraiment dans les premiers contacts, dans les premiers instants qu'on a cet œil neuf et qu'on voit les choses qui sont fantastiques ou au contraire qui dysfonctionnent beaucoup, les écarts de culture, les écarts par rapport aux attentes. Et c'est là qu'il faut les faire remonter au management ou à la RH parce que c'est quand même très porteur de sens à ce moment-là. Très bien. La culture d'entreprise n'est-elle pas has-been? Le sens de l'engagement n'est plus le même avec les nouvelles générations. Ouais. C'est vrai que, bon, on peut parler de culture, d'acculturation. Le terme est un petit peu ancien. J'ai presque envie de dire, il revient à la mode. Enfin, quand j'ai fait mes études en RH, on en parlait, après on n'en parlait plus, et on en reparle. Alors, je pense qu'on va parler du sens plutôt aujourd'hui, hein, le besoin d'avoir du sens et d'avoir un impact chez les millennials, dans les dernières générations, c'est vraiment ça. C'est surtout savoir pourquoi on travaille, comment on contribue à un ensemble plus grand, quel est le sens de son métier, de son entreprise, de l'activité de son entreprise. C'est intéressant peut-être de revenir au partage d'expérience tout à l'heure que tu as mis en place chez SPI, justement sur l'intégration des millennials et le fait que de nouvelles générations arrivaient dans l'entreprise et comment les faire travailler avec des générations qui sont là depuis plusieurs années, voire plusieurs dizaines d'années dans l'entreprise. Et justement, le principe de reverse mentoring que tu as mis en place, est-ce que tu peux peut-être nous en dire plus justement pour expliquer comment les jeunes générations arrivent à travailler avec des personnes un peu plus présentes depuis un peu plus longtemps dans l'entreprise? En fait, elles peuvent être un peu impressionnées au début. Alors, chez SPI, les choses sont bien faites. Il y a des formations, on les briefe, on les prépare. Mais en même temps, c'est fantastique. C'est-à-dire que les directeurs ou les top managers qui ont un peu de mal avec tous ces nouveaux outils, ils sont ravis. Et puis, le jeune recruté a une relation vraiment privilégiée avec des personnes qui ont une visibilité à 360 degrés de l'entreprise. Et il ne faut pas se leurrer, ces séquences de digital reverse mentoring permettent aussi d'aborder d'autres questions. Donc, c'est une forme aussi de coaching un peu plus large. Donc, c'est très puissant et ça crée du lien entre les générations. Et ça aide à la transformation digitale de l'entreprise. Très bien. On a une autre question en provenance de Twitter qui est quel a été l'élément déclencheur dans ton expérience à chaque prise en main en fait, du sujet de l'onboarding dans les différentes entreprises que tu as par lesquelles tu as pu passer? Qu'est-ce qui a fait que le l'onboarding a été un sujet sur chacune des entreprises que tu as pu traverser? J'ai envie de dire qu'en fait, il y avait un problème. Souvent. C'est-à-dire, il y avait un constat, il y avait une difficulté. Alors, à chaque fois que j'ai mis en place une fonction ressources humaines, j'ai quand même mis en place un tableau de bord aussi. Donc, il y avait des indicateurs. Et si j'en prends qu'un ou deux, le taux de démission ou le délai pour combler des postes sont des indicateurs qui montrent qu'on a des difficultés ou liées à notre image, à notre attractivité, ou liées à notre capacité à retenir les personnes. Et donc là, les indicateurs passent à l'orange, on creuse un peu avec la communauté RH, avec les managers, et on comprend qu'on a un sujet. Et du coup, souvent, ça a été des plans d'action qui ont été mis en place derrière pour résoudre en fait une problématique qui devenait potentiellement assez critique. Très bien. Alors on arrive au terme de ce webinaire. On a juste une dernière question qui est, je pense, pour moi parfaite pour conclure ce webinaire. Si vous n'aviez qu'une phrase à retenir pour symboliser l'onboarding, Laurence, ce serait laquelle? C'est un petit peu comme l'histoire du rapport d'étonnement. C'est dans les premiers instants qu'il y a beaucoup de choses qui se jouent. Donc, on n'a qu'une seule chance pour faire bonne impression. Et c'est vrai du côté du collaborateur ou de la collaboratrice, et c'est vrai du côté de l'entreprise. Donc, nous, managers ou RH, on incarne également. Donc, c'est vraiment réussir ces premiers instants, ces premiers moments. Très bien. Bon, merci à tous et à toutes d'être présents avec nous aujourd'hui. On espère que ce webinaire vous a plu et en tout cas vous a aidé à avancer sur le sujet. Donc, on vous enverra dans les prochains jours le lien vers le replay avec notamment les différentes la présentation que l'on vous a partagée. Voilà, on reste disponible, nous, à Workello pour vous donner plus d'informations sur la digitalisation justement de ce processus d'onboarding et comment nous, à Workello, nous suivons des entreprises de la taille de SPI ou Orange à avancer sur ce sujet de l'onboarding. Donc, merci Laurence de m'avoir accueilli aussi à Station F.
et à bientôt. Merci, Au à très revoir. vite. Au revoir, merci à tous et à toutes.